Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour un nouvel épisode d'une semaine en comics. Un épisode dans lequel on va feuilleter les Megaton Archives qui viennent de sortir chez Image Comics. Et on va rencontrer dans ces pages quelques artistes très connus aujourd'hui et qui ont fait leur premier pas dans ces pages il y a presque 40 ans. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, Megaton, qu'est-ce que c'est, ou plutôt qu'est-ce que c'était? C'était un comic book indépendant qui a connu 8 numéros entre 1983 et 1987 et qui était édité et publié par Gary S. Carlson. Alors, c'était pas un fanzine. Megaton Comics, c'était un petit éditeur indépendant qui rémunérait les artistes. Alors bon, ils étaient très mal rémunérés. L'artiste et l'encreur étaient payés chacun 20 $ la planche. Effectivement, tu vas pas très loin avec ça. C'était plus symbolique qu'autre chose, mais comme on va le voir, ça a mis le pied à l'étrier à un bon paquet d'artistes. Donc, ces Megaton Archives rééditent la totalité de la série avec un important paratexte éditorial qui est signé Gary Carlson, qui était donc l'éditeur de la revue et aussi son principal scénariste. Et en parallèle à la réédition de Megaton, Carlson nous donne donc ici tout le contexte de ses parutions, les coulisses, ses collaborations avec les différents artistes, etc. On est donc dans les années 80, et les années 80 pour les comics aux États-Unis, c'est l'explosion des éditeurs indépendants, avec en parallèle la multiplication des comic shops partout dans le pays. Il y a vraiment eu un boom à partir du milieu des années 80, qui était boosté en particulier par le succès des Teenage Mutant Ninja Turtles à partir de 1984. Et puis, il y a des éditeurs indés qui vont vraiment marquer cette époque. On a First Comics qui démarre en 1983 et qui va publier quantité de titres importants. American Flag par Howard Chaykin, Nexus par Mike Baron et Steve Rude, Dreadstar par Jim Starlin, et vraiment beaucoup d'autres. Il y a aussi Eclipse Comics qui naît à la fin des années 70, mais qui va vraiment se développer dans les années 80. Il y a Mirage, la boîte de Peter Laird et Kevin Eastman, qui va se développer autour du succès des Tortues Ninja. On a Pacific Comics qui va publier les Captain Victory de Jack Kirby ou les premiers Gru de Sergio Aragonés. Et puis, il y a des dizaines et des dizaines de tout petits éditeurs qui vont sortir de partout, avec souvent juste 1 ou 2 titres au catalogue, en noir et blanc, et qui vont souvent disparaître aussi vite qu'ils sont apparus. Ça a vraiment été une explosion très soudaine, et ça va très vite se casser la gueule. Ça va durer 2-3 ans, et le marché va s'effondrer, et ça va aussi entraîner la fermeture de quantité de comic shops qui se retrouvaient avec des stocks énormes de titres en noir et blanc qui en fait n'intéressaient personne et qui se vendaient pas. En fait, avec le succès phénoménal des Tortues Ninja, certains se sont dit qu'il y avait un filon à exploiter, sauf que, en fait, non, c'était vraiment un mirage. Et donc, c'est dans ce contexte que va naître Megaton, et c'est aussi dans ce contexte que Megaton va disparaître après 4 ans et 8 numéros. Gary Carlson va lancer son projet en 1981, et il lui faudra 2 ans pour que ce projet aboutisse et que le premier numéro de Megaton paraisse. Alors, un numéro assez copieux, qui fait quand même 64 pages, avec pas moins de 9 récits au sommaire. Et ça commence plutôt pas mal avec les aventures d'Ultra Girl, qui sont dessinées par Butch Guice. Alors, Ultra Girl, c'est la fille d'un super-héros qui s'appelle Ultiman, et qui va hériter des pouvoirs de son père suite à un accident. Butch Guice, ou Jackson Guice, c'est le même en fait, c'est un artiste qui a quand même fait une très belle carrière. Il a bossé sur le Captain America d'Ed Brubaker. C'est lui qui a signé les premiers épisodes de Flash, période Wally West en 1987. Les premiers numéros d'X Factor en 1986, c'est lui aussi. Et il a fait quantité d'autres choses tout au long de sa carrière.
Et alors son cas en fait est assez symptomatique du principal problème auquel Megaton va devoir faire face, c'est que dès que Gary Carlson met la main sur un dessinateur suffisamment doué, en fait, très vite, le dessinateur en question va partir pour aller bosser chez Marvel ou chez DC, qui, eux, payaient quand même un petit peu plus que 20$ la page. Dans le cas de Butch Guice, au moment où Megaton numéro 1 paraît, Guice, il est déjà parti chez Marvel, où il dessine la nouvelle série Micronauts. Il fera encore une couverture pour Megaton, celle du numéro 7, et il fera aussi une pin-up dans le numéro 2 qui devait initialement être la couverture, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Alors, sur ce récit d'Ultra Girl, ça donne quelques jolies pages, et puis, à partir de la page 5, ici, on a quand même une méchante baisse de qualité. Les finitions, en fait, sur les dernières pages sont signées James Cassara, à partir des breakdowns de Butch Guice, et c'est quand même beaucoup, beaucoup moins bon. L'histoire, en soi, est pas mauvaise. En fait, elle fait le portrait d'un héros qui est franchement pas sympathique, qui délaisse sa femme et sa fille tellement il est obsédé par ses super pouvoirs, et qui va à la fin se transformer en monstre radioactif que sa fille va devoir affronter. Bon, alors en fait, pour l'affrontement entre le père et la fille, il faudra attendre le numéro 7 de Megaton, qui paraîtra seulement 4 ans plus tard. Et c'est aussi un autre problème de ce premier numéro, c'est qu'on a 9 récits différents qui font à peu près une demi-douzaine de pages chacun, et ça laisse pas beaucoup de place pour vraiment développer un concept ou un personnage, et en plus, une partie de ces histoires auront jamais de suite. Ou alors, comme dans le cas d'Ultra Girl, ce sera des années plus tard. On a ensuite, ce qui est sans doute les plus belles pages de ce premier numéro, c'est un court récit de science-fiction illustré par Gene Day. Gene Day, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais au moment où paraît Megaton numéro 1, Gene Day, il est déjà mort. Il est mort en 1982 à 31 ans. Et c'est un type qui bossait comme un fou furieux, mais vraiment jour et nuit, autant pour Marvel que pour des éditeurs indés, et il s'est littéralement tué à la tâche. Et c'est vraiment une grande perte pour le monde des comics. On a ensuite le héros de la revue, Megaton, écrit par Gary Carlson et dessiné par Mike Gustovich. Megaton, c'est Matthew Scott. C'est un homme qui est né avec 2 cœurs, ce qui en soi lui confère des capacités hors du commun, mais il ne va pas devenir un super-héros pour autant. En fait, il va faire carrière sur scène et au cinéma, jusqu'à ce que ces 2 cœurs commencent à déconner et qu'ils doivent subir une opération de la dernière chance. Alors, il s'agit en fait d'un procédé expérimental et extrêmement dangereux. Les cobayes qui l'ont précédé, qui ont subi le même procédé, soit ils sont morts, soit ils sont devenus fous. Et c'est le cas en particulier d'un type qui se fait appeler Pulsar, qui a acquis des super pouvoirs grâce au procédé, mais qui a totalement pété les plombs et qui va saboter l'opération et massacrer tout le monde. Alors, Matthew Scott va malgré tout survivre à ça. Il va lui aussi acquérir des super pouvoirs et il va donc devenir Megaton. Là, on a sans doute le récit de super-héros le plus classique de la revue, avec des origines à la Captain America, avec le sabotage de l'expérience et la mort de son créateur. Effectivement, c'est pas nouveau. Et au dessin, c'est donc Mike Gustovich, qui est un artiste qui va surtout faire carrière chez des éditeurs indés, mais qui va aussi bosser un peu pour Marvel et pour DC, soit comme dessinateur, soit comme encreur. Et comme pour Butch Guice, c'est le seul épisode qu'il a dessiné pour Megaton, avant de passer à des projets qui payaient mieux. On a ensuite le début d'une série de science-fiction, Berserker, par Gary Carlson et dessiné par Ken Landgraf. Alors, Landgraf, lui, il bossait déjà occasionnellement pour DC Comics depuis la fin des années 70, et en fait, il va assez vite quitter le monde des comics pour travailler essentiellement pour la télévision. Ici, ça donne un récit qui est assez chouette graphiquement, très inspiré par Jack Kirby. Et Berserker, c'est une création de Gary Carlson qui, à l'origine, ne devait pas s'appeler Berserker, mais Terminator.
Et c'était l'histoire d'un guerrier du futur qui voyage dans le passé pour empêcher que les robots détruisent la Terre. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Effectivement, sauf que ça date de plusieurs années avant le Terminator de James Cameron. Et puis bon, comme en plus chez DC était apparu Deathstroke the Terminator, finalement Carlson a rebaptisé son personnage Berserker. Et ensuite, on a la première aventure de Vanguard par Gary Carlson et par Erik Larsen. Erik Larsen qui faisait donc ici ses débuts professionnels. Larsen avait publié en 1982 son propre fanzine qui s'appelait Graphic Fantasy, qui avait eu 2 numéros, mais là c'est la première fois qu'on le payait pour ses planches. Et donc Vanguard, c'est un extraterrestre qui est chargé de la protection de la Terre face à des menaces extérieures, et il passe son temps à bord de sa station orbitale à surveiller ses écrans sans se faire repérer par les terriens, jusqu'à ce que les soviétiques vont le repérer et vont envoyer un robot pour l'éliminer. Alors, on reconnaît quand même déjà sur ces planches le style d'Erik Larsen, même si c'est encore dans une forme assez brute. Mais les planches sont quand même assez dynamiques, même si ça manque pas mal de finition. Et Vanguard, ça fait partie des personnages qu'on retrouvera dans les années 90 chez Image Comics. Alors, dès le numéro 2 de Savage Dragon, la série régulière, en fait, il s'agit d'un flipbook, et de l'autre côté, on a le numéro 0 de Vanguard par Gary Carlson et Tom Coker. Et dans la foulée, fin 1993, on va avoir une première mini-série en 6 numéros, avec, pour chaque numéro, un dessinateur différent. Et on va retrouver Tom Coker sur le premier numéro. Et dans ce premier numéro, on aura droit aussi à une réédition de la toute première apparition de Vanguard dans les pages de Megaton, mais cette fois dans une version colorisée. Et franchement, je crois bien que je préfère encore la version noir et blanc, parce qu'il y a quand même des choses qui piquent un petit peu les yeux. Si je mets... Voilà, pour la comparaison, il y a des choix de couleurs qui sont pas franchement heureux. Donc, chaque numéro de Vanguard est dessiné par un artiste différent. Le numéro 2 est signé Jason Pearson. Jason Pearson qui est disparu l'an dernier. J'avais essayé de lui rendre hommage dans un épisode d'une semaine en comics. Et puis, dans le numéro 3, on a un certain Joe Madureira. Alors, Joe Madureira, qui, à l'époque, travaillait déjà pour Marvel, il avait notamment repris la série Excalibur, et puis il avait dessiné la mini Deadpool The Circle Chase, et puis, quelques mois après cet épisode de Vanguard, il allait reprendre en main Uncanny X-Men. Alors, il me manque le numéro 4 qui était dessiné par Rick Leonardi. Le numéro 5, lui, était dessiné par Angel Medina, dont on reparlera tout à l'heure. Et le numéro 6, que j'ai pas non plus, était lui dessiné par Andy Smith. Alors, Vanguard n'a jamais été publié en France, mais j'ai pas l'impression que ça a été un gros succès aux États-Unis non plus. On aura une deuxième mini-série 2 ans plus tard, Vanguard Strange Visitors, fin 1996, dessinée cette fois par Scott Eaton. Et là, on le voit, côté production, on a quand même quelque chose de beaucoup moins luxueux. On a une mini-série en noir et blanc, imprimée sur du papier d'assez médiocre qualité. Mais, ceci dit, les planches de Scott Eaton sont quand même assez chouettes.
Niveau qualité, on est quand même 3 crans au-dessus de la qualité moyenne de production image de l'époque. Mais voilà, la mini est restée quand même très confidentielle. On aura un dernier one-shot en 2000 qui s'appellera Vanguard Ethereal Warriors par Gary Carlson et Frank Fosco, un autre nom qui figurait au sommaire de Megaton. Et puis ça s'arrêtera là pour Vanguard, même s'il est quand même souvent réapparu dans les pages de Savage Dragon en backup story. Mais ce sera la toute dernière série qui lui sera consacrée. Revenons à Megaton numéro 1 avec voilà, The Sentinel de Carlson et Chris Ecker. Là, on a en gros une histoire de sidekicks qui se foutent sur la tronche parce que l'un a pris la place de l'autre. Et puis, ça s'arrêtera là, on n'aura jamais la suite. Même chose dans le récit suivant, Night of the Skull de Carlson et Ralph Cabrera, qui, lui, c'est une variation sur le spectre de chez DC Comics, avec une incarnation de la mort qui punit les criminels. Et on aura souvent comme ça dans Megaton des débuts d'histoire qui finalement resteront sans suite. Etrian, en revanche, c'est une série qu'on retrouvera régulièrement. C'est dessiné par Frank Fosco, dont je parlais à l'instant pour le one-shot de Vanguard. Et c'est une histoire de science-fiction avec un monde pacifique qui est attaqué et réduit en esclavage par des envahisseurs d'un autre monde. Et on a un personnage qui va mettre la main sur des armes qui étaient bannies depuis des siècles sur ce monde et qui va mener la révolte contre les envahisseurs. Les planches de Fosco sont franchement assez chouettes, même si alors, on le sent beaucoup plus à l'aise quand il s'agit de mettre en scène des aliens que des personnages à visage humain. Fosco, il va un peu bosser pour DC Comics dans les années 90, et on le retrouvera régulièrement dans Savage Dragon sur des backup stories consacrées à Vanguard, et puis il va surtout pas mal bosser sur les Tortues Ninja chez IDW, et en particulier sur la série Urban Legends, série écrite par Gary Carlson. Mais ouais, tout est lié. Et on va terminer ce premier numéro de Megaton avec The Summoning, dessiné par Dan Reed. Alors là, on est plutôt dans la fantasy, avec un type en apparence ordinaire qui est transporté dans un monde parallèle et qui découvre qu'il est l'héritier d'un puissant sorcier qui a tenté de conquérir ce monde. Bon, là, c'est vraiment le truc qu'on a lu 3 millions de fois, sous une forme ou sous une autre. Et Dan Reed, c'est un artiste qui a un peu bossé pour Marvel à la fin des années 80, et puis il a fait des choses à droite à gauche chez différents éditeurs indés, et il a même un temps vécu en France, à la fin des années 80, début des années 90. Et on va finir ce premier numéro de Megaton avec, on a ensuite quelques pages où Gary Carlson revient donc sur les coulisses de tel ou tel récit, et où il parle notamment de la création de Berserker, dont je parlais tout à l'heure. Et on arrive à Megaton numéro 2. Megaton numéro 2 qui, lui, va sortir 2 ans après le numéro 1. Alors ouais, niveau régularité, c'est pas encore ça, mais ça va s'améliorer par la suite. On est donc fin 1985, et on a un numéro qui est toujours aussi épais, 64 pages, mais avec moins de récits au sommaire et des récits plus longs dans l'ensemble. On poursuit donc les aventures de Vanguard, toujours dessinées par Erik Larsen, et une histoire qui va étoffer un peu à la fois l'histoire du personnage et le cadre du récit. Et on va rencontrer ici un personnage que Erik Larsen va beaucoup réutiliser par la suite dans les pages de son Savage Dragon. C'est... Où est-il ? Voilà, c'est Mighty Man, qui donc ici va affronter Vanguard. Et puisque je parle de Savage Dragon, devinez qui fait son apparition sur la toute dernière page de cette histoire. Et ouais, c'est lui.
la suite dans le prochain numéro. On retrouve ensuite également Megaton, cette fois illustré par S. Clark Howbaker. Alors, Howbaker, c'est encore un artiste qui va bosser pour Marvel au début des années 90, notamment sur la série Nomade. Et ici, il réalise des planches qui sont vraiment très belles, même si, côté storytelling, il y aurait à redire. Et puis, surtout, ce qui est plus embêtant, c'est qu'on a un épisode pour vraiment pas grand-chose. C'est une rencontre entre Megaton et la femme de Pulsar, l'homme qui a essayé de le tuer. Et alors, quand on regarde ces planches, si je vous dis que la femme de Pulsar est également pin-up pour Playboy Magazine, est-ce que vraiment ça va vous étonner? Je ne pense pas. On a ensuite l'apparition d'un nouveau personnage qui s'appelle Feral par Don Sheen et Ken Meyer Jr. Ken Meyer Jr. qui lui va surtout bosser par la suite pour Caliber Press dans les années 90. Et ici, c'est l'histoire d'un ancien du Vietnam qui se transforme en une espèce d'hybride humain-félin, sans qu'on sache trop comment, et qui s'attaque à des trafiquants de drogue pour venger son frère mort d'une overdose. Tout ça est assez quelconque et graphiquement, ça fait quand même très amateur. Et on va terminer ce numéro 2 après la page du courrier des lecteurs avec un nouvel épisode d'Etrian, toujours par Carlson et Fosco, avec à nouveau certaines planches qui sont vraiment très chouettes. Alors, Megaton numéro 3, lui, paraît 4 mois plus tard. Il y a quand même un net progrès de ce côté-là, et il va passer de 64 à 40 pages. Avec, en couverture et en récit principal, Vanguard contre le dragon. Alors, c'est pas la version du dragon qu'on retrouvera dans les pages de Savage Dragon, quelques années plus tard. Là, c'est une première version du personnage, mais que Erik Larsen doit finalement incorporer dans Savage Dragon. Ça s'est même fait tout récemment, c'était fin 2020, dans le numéro 250 de la série. C'est lui. Et donc ici, on a droit à un gros épisode de baston, où Erik Larsen continue d'affiner son style petit à petit. Alors, on est quand même encore loin du compte, mais niveau storytelling, je trouve que l'ensemble tient plutôt bien la route. Alors, dans ce numéro, on n'a pas d'épisode de Megaton. Ce sera d'ailleurs le seul numéro de Megaton à pas proposer une nouvelle histoire du personnage, mais on a quand même une collection de pin-up consacrée à Megaton par Mike Gustovich, S. Clark Howbaker et Angel Medina. Angel Medina qui va reprendre la série dès le numéro suivant. Et ensuite, on continue l'histoire d'Etrian. Megaton numéro 4, lui, paraît en avril 1986. Et on a donc le premier épisode de Megaton dessiné par Angel Medina. Medina va dessiner 3 épisodes de Megaton et il va ensuite partir chez First Comics dans un premier temps pour dessiner Dreadstar, écrit et créé par Jim Starlin. On va ensuite le retrouver chez Marvel au début des années 90. C'est lui qui dessine les premiers épisodes de Warlock and the Infinity Watch, là aussi écrit par Jim Starlin. Et en 1995, il devient le nouveau dessinateur régulier d'Incredible Hulk. On retrouve d'ailleurs ses premiers épisodes dans l'intégrale Hulk que publie Panini ce mois-ci. Et ensuite, il va passer chez Image Comics où il va d'abord créer la série Kiss Psycho Circus, puis Sam et Twitch, écrit par Brian Michael Bendis. Et en l'an 2000, c'est lui qui va succéder à Greg Capullo sur Spawn. Côté scénario, Gary Carlson, il a vraiment tendance à tirer en longueur. La plupart du temps, il se passe pas grand-chose dans ces épisodes, il y a beaucoup de blabla. Et puis, il y a aussi un truc assez malaisant autour du fait qu'il y a une rumeur qui court sur Megaton
comme quoi il aurait le sida, du coup ça lui ferme quantité de portes. Ouais, voilà, on est au milieu des années 80, il y avait à l'époque quantité de préjugés et de fausses idées qui circulaient sur le sujet, et le traitement de la question qui est fait ici est quand même vraiment très maladroit. On a ensuite, après ce portfolio, le dernier épisode de Vanguard par Erik Larsen, avec toujours le dragon en guest. Et puis, on va aussi apercevoir très brièvement quelques personnages qu'on retrouvera plus tard dans les pages de Savage Dragon. On les voit ici. On reconnaîtra peut-être Star, Dart, Mako ou le sergent Marvel. Là aussi, niveau scénario, on passe quand même l'essentiel du récit à suivre les aventures sentimentales de Vanguard ou celles du dragon. Erik Larsen, lui, il va partir chez Eclipse, où il va reprendre la série The New DNA Agents. Et puis, en 1987, il débarque chez DC Comics, où il va bosser sur quelques épisodes des Teen Titans et des Outsiders, avant de devenir le dessinateur régulier de la Doom Patrol. Et puis ensuite, il va partir chez Marvel, et puis Image, et puis voilà, on connaît la suite. Le dernier récit au sommaire de ce numéro 4, c'est Wildman et Rubberman, écrit et dessiné par Grass Green. Alors, Grass Green, de son vrai nom Richard Green, c'était un peu une légende dans le milieu des comics indés américains. Il a pas mal publié dans des titres underground dans les années 70, et puis également chez tout un tas d'éditeurs indés. Et son Wildman et Rubberboy, pas Rubberman, est très différent de ce qui a été publié dans Megaton jusque-là. Là, on est plutôt dans une parodie d'histoire de super-héros, avec un dessin à la fois très inspiré par Kirby, mais auquel Green donne un côté cartoonesque, plus dans l'esprit des parodies Mad, et ça donne un résultat qui est plutôt marrant et graphiquement quand même assez réussi. À partir du numéro 5, la pagination de Megaton va passer à 32 pages, avec Megaton en récit principal et une backup story qui va changer à chaque fois. Dans Megaton, on va enfin avoir la conclusion de l'affrontement entre Megaton et Pulsar. Ça aura juste pris 3 ans et 5 numéros. Et puis, en backup, on retrouve Wildman et Rubberboy qui affrontent un bonhomme de neige. Et à noter quand même dans ce numéro, cette pin-up, si je reviens en arrière, cette pin-up qui figure au verso de la couverture, avec Megaton et Pulsar, et une pin-up qui est signée d'un petit jeune, dont on parlera bientôt, un certain Rob Liefeld. Dans le numéro 6, retour en backup d'Etrian. Alors, au terme de cet épisode, on nous annonce la suite apparaître dans le numéro 1 d'Etrian, qui est en fait un numéro qui ne paraîtra jamais. Tout comme d'ailleurs Berserker, ça sortira jamais non plus. Megaton Comics, en fait, cessera ses activités avant l'apparition de ce premier numéro annoncé ici. Néanmoins, la série paraîtra quelques années plus tard chez Caliber Press, qui publieront 6 numéros entre 1993 et 1994. Passons à Megaton numéro 7, avec une couverture signée Jackson Guice. En fait, malgré ses activités chez Marvel, Guice avait promis à Carlson de refaire quelque chose pour lui dès qu'il en aurait l'occasion. Et ce sera donc cette couverture qui est quand même plutôt chouette. L'épisode de Megaton, lui, est dessiné par un nouveau venu, Gary Thomas Washington, qui œuvre dans un style très différent de ses prédécesseurs, beaucoup plus cartoonesque. Alors,
franchement, c'est pas vilain, mais ça donne quand même une tonalité très différente à l'histoire. Et l'histoire en question, c'est la suite de l'histoire d'Ultra Girl qui était parue dans Megaton numéro 1, 4 ans plus tôt. Et Ultra Girl, du coup, elle est toujours en train d'affronter son père transformé en monstre radioactif, et elle va recevoir l'aide de Megaton. Et la backup de ce numéro va justement se focaliser sur le personnage d'Ultra Girl, sur sa relation avec son père et aussi avec Megaton. Les dessins sont signés John Thompson, dans un style très réaliste, mais avec quand même une grosse variation de qualité d'un panel à l'autre. Et l'aventure Megaton va se terminer avec son 8e numéro. Alors, à l'origine, il était bien prévu que le titre s'arrête, mais pour être lancé aussitôt avec un nouveau numéro 1, et surtout avec un contenu qui serait cette fois en couleur. On retrouve Gary Thomas Washington au dessin sur le récit principal, et la backup, quant à elle, est signée d'un certain Rob Liefeld, qui à l'époque, il n'a pas encore 20 ans. Ça faisait des mois que Liefeld envoyait des dessins et des planches à Carlson, quasiment chaque semaine. Et puis, Carlson a fini par le rencontrer et par l'estimer suffisamment mûr pour qu'il puisse lui confier ce premier récit, qui marque donc les débuts professionnels de Rob Liefeld. Ça est la pin-up du numéro 5 qu'on a vu tout à l'heure. Et effectivement, on reconnaît tout à fait le style du Rob Liefeld des débuts, à la fois le trait, le storytelling, les vues en plongée qu'il utilise beaucoup. Et puis, on a également 7 pages de pub pour le numéro 1 de Megaton Special, qui devait marquer les débuts de Youngblood. Alors, on voit que l'équipe qui figure sur cette pub est très différente de celle qu'on découvrira 5 ans plus tard chez Image Comics. Tout à droite, là, on a un personnage qui ressemble énormément à Tempo, qui était une des membres du Front de Libération Mutant qu'on retrouvera plus tard dans les pages de New Mutants et de X-Force. Donc voilà, en fait, Megaton Comics aurait dû publier la première aventure de Youngblood, sauf que non, le projet va en fait très vite s'effondrer, en même temps que le marché des éditeurs indépendants dans son ensemble. Et les précommandes pour ce Megaton Special atteindront même pas les 1000 exemplaires, et Gary Carlson va décider de tout laisser tomber. C'est la fin d'une époque pour les éditeurs indés aux États-Unis, mais dans le même temps, c'est aussi les prémices d'une nouvelle ère, puisque seulement 5 ans plus tard, Image Comics fera une entrée fracassante dans le monde des comics, avec aux commandes notamment Rob Liefeld et Eric Larson. Alors, ces Megaton Archives vont se terminer avec une 60aine de pages dans lesquelles Gary Carlson revient sur ses collaborations avec l'ensemble des artistes qui ont collaboré à Megaton. Et puis voilà. Donc, conclusion sur cette réédition de Megaton. Est-ce qu'il s'agit d'une lecture indispensable ? Honnêtement, sur la seule qualité des histoires et des dessins, c'est pas quelque chose que je peux conseiller. Les histoires sont dans l'ensemble assez classiques, elles se perdent souvent dans des scènes de dialogue qui tirent en longueur et qui font que les récits se traînent sans qu'il s'y passe grand-chose. Et puis, côté dessin, on a effectivement 2 grands noms au sommaire, mais des grands noms en début de carrière, donc encore très très perfectibles. Par contre, si vous vous intéressez à l'histoire des comics, là, c'est vraiment une réédition intéressante, justement parce qu'on y voit des artistes comme Eric Larson ou comme Rob Liefeld qui mettent en place les premiers éléments sur lesquels ils vont bâtir toute leur carrière. Et en plus, les commentaires de Gary Carlson apportent tout le contexte nécessaire pour vraiment apprécier ces œuvres à leur juste valeur, et ils donnent à voir le contexte éditorial de l'époque, cette explosion éphémère des éditeurs indés, parmi lesquels Megaton Comics occupe effectivement
une place particulière, ce qui fait que Rob Liefeld a surnommé Gary Carlson le grand-père d'Image Comics. Et de ce point de vue, en ce qui me concerne, ces Megaton Archives remplissent totalement leur rôle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et surtout, lire des comics. Soyez sages, et à bientôt.